Bene. Allora, buonasera. Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre du meeting. Le titre de cette rencontre, c'est Les villes ne peuvent pas mourir. C'est pas un titre que nous avons inventé nous-mêmes. C'est un titre donné par Giorgio La Pira. Et je profite de cette occasion pour vous rappeler que l'année prochaine, ce sera le 40e anniversaire de la mort du père de notre République. Et le président Mattarella l'a rappelé hier. Et l'année prochaine, ce sera le 30e anniversaire du processus de béatification de Giorgio La Pira. Giorgio La Pira n'est pas l'un des fondateurs du meeting parce qu'il est mort 3 ans avant la première édition de 1980. Mais Vittorio Citteric est l'un des premiers fondateurs, un journaliste très célèbre, qui était l'un des collaborateurs plus importants de La Pira. Dans le programme de la première édition du meeting, donc le premier meeting de 1980, il y a 36 ans, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Il y avait une rencontre qui s'appelait Europe, Italie, Méditerranée, une contribution pour la paix. Les participants étaient un partisan de l'indépendance algérienne, un enseignant professeur de l'Université de Tunis, un journaliste israélien, et il y avait Giovanni Giovannoni en tant que modérateur qui travaillait beaucoup avec Giorgio La Pira. Donc, d'un côté, La Pira n'est pas parmi les fondateurs du meeting, mais ce titre est strictement lié à cette pensée, à la collaboration entre les peuples et à la pensée politique de cet homme. La conférence d'aujourd'hui est une opportunité privilégiée où on voit ce lien très étroit. D'où ce titre pour La Pira. La Pira a fait quelque chose de visionnaire. Le 12 octobre 1955, là où il y avait encore beaucoup de tensions en guerre froide, la guerre de Corée était finie 3 ans avant, il a invité tous les maires des villes du monde pour unir ensemble les villes du monde entier pour la paix. L'année d'avant, La Pira avait participé à une réunion de la Croix internationale où on avait parlé des problèmes liés aux conséquences de la guerre. Et il avait été frappé par les témoignages des maires de Hiroshima et Nagasaki. Pour la première fois dans l'histoire, on avait vu qu'il y avait une possibilité, que les villes pouvaient être complètement détruites par la folie de la guerre. Donc il est rentré à Florence et il a proposé quelque chose de visionnaire. Il a invité tous les maires des villes du monde et il a proposé à ces maires un pacte entre maires pour l'union et pour la paix. Après les mots du président Mattarella de hier, je crois qu'il y a 2 éléments de génie dans cette action de La Pira. Ce mot génie ne veut pas dire intelligence, mais génie, ça veut dire avoir une idée qui peut jeter les bases pour faire quelque chose de différent. Et il y a un grand génie en ça, dans l'idée de La Pira. Alors, le premier génie, c'est que le cœur et l'âme de la société sont et seront de plus en plus les villes. Le futur de l'homme va se faire dans les villes, dans les quartiers, dans les municipalités, là où l'homme vit tous les jours. Pourquoi? Parce que la ville, c'est l'espace créatif et vital pour la personne. C'est le contexte où la personne peut s'épanouir
et s'épanouir tout en rencontrant les autres. La ville est la projection publique de la maison, là où nous sommes nés, chacun de nous est né, et où on apprend à se rapporter avec les autres. La maison est la grande ville commune. Et là, c'est l'expression de Aldo Moro que le président Mattarella nous a rappelé hier, que Moro a utilisé pour parler de cette idée. Et la Pira dit en 1955, on comprend très bien que parmi les membres de la même ville, de la même maison commune, il doit y avoir un lien de fraternité, d'amitié. On comprend très bien que dans les villes, il doit y avoir un espace pour tous. Un espace pour prier, comme l'église et le temple, pour aimer, comme la maison, pour travailler, comme le bureau, pour penser, comme l'école, pour guérir, comme l'hôpital. Dans la ville, les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, techniques et religieux de notre époque ont une dimension humaine. Ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Et c'est une idée géniale, à mon avis. En 1955, la Pira décrit quelque chose qu'on voit seulement en 2015. Pour la première fois, en 2015, la population urbaine qui vit dans les villes est majeure par rapport à la population qui vit ailleurs. Ce n'est pas les États, ce n'est pas les organisations internationales, ce n'est pas les instances internationales, mais c'est les villes qui sont le cœur de l'homme. Et il était convaincu de cette idée. Et en tant que sous-secrétaire et en tant que membre de la politique internationale, il renonce à son mandat de maire de Florence. Et j'en viens au deuxième point, au deuxième aspect qui va introduire cette rencontre. La deuxième idée visionnaire de la Pira est la suivante. Ces villes, donc le cœur de l'épanouissement de l'homme, là où les hommes se rencontrent, là où les gens apprennent la culture, l'histoire, ces villes ont des risques, font face à des risques. Elles risquent de mourir. D'où le titre de cette rencontre, qui est un cri. Les villes ne peuvent pas mourir. Le risque mortel craigné par la Pira était l'emploi de la bombe atomique. Mais aujourd'hui, nous avons quelques préoccupations liées à la Corée du Nord, mais là, on voit très bien cette deuxième idée, que les villes font face à des risques. Et c'est là où on va se concentrer aujourd'hui. On va comprendre quels sont les risques, quels sont les nouveaux ennemis et quelles sont les nouvelles possibilités. Qui sont les nouveaux ennemis de la ville? D'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils veulent attaquer et pourquoi? On veut comprendre ça, mais surtout, on veut comprendre quelle est la force, le point fort des villes, de ce mélange des villes. Quelles sont les possibilités à l'avenir? Donc, pour répondre à ces questions qui sont les thèmes spécifiques du meeting, nous avons invité des personnes extraordinaires, exceptionnelles. Et je vous invite à faire un applaudissement pour les remercier pour être ici avec nous aujourd'hui. Donc, un grand merci d'être ici avec nous. Merci parce que chacun de vous est vraiment engagé
de façon extraordinaire sur ce thème. Chacun de vous quelqu'un de vous a eu des grandes difficultés pour être ici avec nous, mais vous y êtes arrivé et vous êtes ici pour rencontrer ces gens, nos gens du meeting. Alors là, vous voyez les invités parmi nous, avec nous, sur le podium. Et nous avons fait un applaudissement à ces gens-ci, à ces invités que vous avez ici. On ne savait pas encore. Là, j'ai eu ce message que nous avons en connexion avec nous Giusy Nicolini, le maire de Lampedusa. Un très grand applaudissement pour le maire de Lampedusa qui est avec nous. Donc, merci beaucoup au maire de Lampedusa, Madame Nicolini, d'être avec nous, que je vais présenter tout à l'heure, quand je vais lui donner la parole. Mais je veux quand même faire un grand applaudissement à Lampedusa, à cette île et à ce maire. Un applaudissement pour tout le travail qu'elle fait. Bon, revenons sur notre thème. Les villes ne peuvent pas mourir. Aujourd'hui, il y a de nouveaux attaques. C'est pas la bombe atomique, c'est pas le risque de la guerre nucléaire, mais quelle est l'attaque le plus fort? C'est l'attaque du terrorisme. Merci beaucoup au professeur Monsef Ben Moussa, le directeur du Musée national du Bardo de Tunis. Il a commencé son mandat au mois de novembre 2013. Nous nous rappelons tous des scènes tragiques de l'attaque de 2015 et je vais lui poser cette question. Parmi les nouveaux ennemis, le nouveau ennemi le plus effrayant est le terrorisme. Mais c'est un terrorisme qui attaque surtout les sites de culture, comme par exemple Palmyra ou bien l'assassinat du directeur des excavations de Palmyra. Quel rôle peut jouer une institution culturelle comme la vôtre? Merci beaucoup à tous. Bonsoir. Les villes ne peuvent pas mourir. Cela est vrai. Il y a 50, 60 ans, et encore aujourd'hui, il est encore plus vrai. Si on ne voit pas de bombes, il y a d'autres bombes invisibles qu'on peut bien s'attendre, parce qu'on peut le comprendre à partir du comportement de quelqu'un. Et cette bombe s'appelle ignorance. C'est l'ignorance de la culture, de l'histoire, l'ignorance du rôle de l'histoire dans la construction, dans le développement de la personnalité des peuples et l'ignorance des membres culturels des civilisations modernes. Voilà pourquoi les villes ne peuvent pas et ne doivent pas mourir, parce que à la base de la création de toute ville, il y a quelque chose de culturel, un phénomène culturel. Les villes ont toujours été l'organisme primordial des villes et de la civilisation, pardon. Et si aujourd'hui des villes sont menacées ou bien sont blessées,
Et pensons par exemple aux villes de la Syrie ou bien du Moyen-Orient, ou bien à d'autres villes comme la ville de Tunis par exemple, la petite ville du Bardo, Paris, Nice, Bruxelles. Donc, si ces villes aujourd'hui sont blessées, cela est dû au fait que notre civilisation est de plus en plus fragile. Et cela a mené à une idée, une pensée qui a déjà été condamnée à la moitié du XXe siècle, c'est-à-dire que l'expérience de l'humanité n'a pas empêché le retour de l'extrémisme. Et là, je ne veux pas parler d'une expérience du passé d'il y a des centaines d'années, mais un passé assez récent. Aujourd'hui, l'histoire contemporaine nous raconte de l'extrémisme et du racisme qui veut tuer les peuples, c'est-à-dire les civilisations, les cultures humaines et les villes ont toujours été des sites d'attraction et de rencontres, ont toujours été le carrefour des cultures, parce que les villes, c'est le modèle concret de tolérance et de partage des valeurs humaines. C'est dans les villes qu'on voit le mieux la dimension universelle des valeurs humaines et l'expression de la pluralité culturelle et l'unicité de notre société moderne. Peut-être on a plusieurs peuples, peut-être on a plusieurs cultures, mais on est toujours l'humanité. On appartient tous à l'humanité. Malgré nos pensées, malgré nos attitudes, malgré nos religions, nous avons tous les mêmes racines. Nous avons tous le même sang de la même couleur. Mais cette civilisation est de plus en plus fragile à cause d'une idée dangereuse qu'on n'a pas empêchée. La guerre du XXe siècle semblait avoir résolu ce problème. Mais dans l'euphorie de la victoire, après tous les bombardements, on oubliait le prix qui était payé par l'humanité. Aujourd'hui, la guerre, c'est autre chose. La guerre est différente. Et c'est une guerre qui est encore en cours. Et on voit les drames des peuples. On les voit dans les images. Et on voit que nous ne sommes pas sensibles. On peut changer le canal à la télé. On peut s'en passer de regarder le journal télévisé. On peut choisir de ne pas être sensible. Mais on ne peut quand même rien faire. Et les pouvoirs ne sont pas sensibles. Et cette guerre va donc continuer. C'est une guerre qui dépasse les frontières. Et je m'excuse, c'est presque un spectacle. Et je suis triste quand je dis ça. D'autant plus de progrès on fait, d'autant plus on perd les liens avec les valeurs universelles et humaines. D'autant plus on est contre le pluralisme culturel qui et c'est des valeurs que les villes doivent exprimer et qui expriment. Voilà pourquoi les villes doivent être protégées et ne pas mourir. Mais les villes ne meurent pas parce qu'elles sont bombardées ou bien attaquées. L'histoire nous a montré que des villes ont été complètement détruites et après ont été rebâties. Les villes tombent et meurent
si c'est les âmes qui sont blessées, et les âmes des villes, c'est les institutions. C'est les institutions dans plusieurs secteurs culturels qui sont ouverts, qui sont tolérants. Qui n'interdisent pas les mouvements des peuples. Donc, ces contextes culturels sont ouverts à tous, malgré leur religion. Donc, les âmes des villes, c'est aussi les personnes qui sont nées, qui s'épanouissent, qui vivent et qui après meurent. Les âmes des villes sont éternelles parce qu'elles sont axées sur les valeurs, sur les principes et sur la culture. La guerre est un danger qui menace l'humanité. La guerre au terrorisme et aux extrémismes, c'est quelque chose que des pays ne font pas. C'est l'humanité qui fait cette guerre contre le terrorisme. C'est l'humanité qui est toujours au combat. L'humanité est consciente d'être menacée. Et l'humanité se ressent impliquée dans cette guerre. Donc, l'humanité cherche à protéger ses âmes. J'ai quelques expériences ici en Italie, dans ce pays riche en culture et en histoire, qui est l'histoire de l'humanité. Et mon expérience en Italie m'a permis de voir comme seulement en Italie, les villes peuvent résister, peuvent combattre, parce que c'est des villes qui appartiennent à un pays de culture. Et toutes les villes italiennes combattent. Rimini et les autres villes aussi, Florence, Turin, Sestri Levante, Lampedusa. Et toutes ces villes combattent ensemble. Et ça se voit aussi dans votre engagement. Et je veux donc rendre mon hommage aux responsables de ces villes que je viens de dire, et surtout la ville de Florence avec le maire et mon ami M. Nardella qui est ici, et après la ville de Turin, de Lampedusa, d'Assisi et de Sestri Levante, que j'ai vu s'engager dans cette grande bataille. Et je leur rends hommage à mon titre personnel. Elles ne sont pas en guerre, mais elles font face à une guerre. Et elles sont en train de combattre pour la culture, les valeurs humaines et le progrès économique et social des peuples. Et de cette façon, elles sont en train de bâtir des ponts pour promouvoir la tolérance et le dialogue. C'est ça la vraie guerre aux extrémismes, et non pas la guerre qui est faite par des fusées. Peut-être comme je viens d'entendre, les mères, quand ils se lèvent le matin, commencent tout de suite à penser aux problèmes de leur ville sans attendre les autres. Mais là, je dois avouer quelque chose. Là, j'ai avec moi le maire de Florence, mais j'ai aussi un autre ami et collègue avec lequel j'ai travaillé. J'ai il y a dans le public professeur Fadel Moussa qui a participé à un projet de collaboration entre Tunis et Florence, et les deux maires ont signé en silence, sans faire trop de publicité, un projet extraordinaire. Après
l'approbation de la constitution tunisienne, un pas historique dans l'histoire de la Tunisie. Ils ont trouvé la façon pour protéger les villes en Tunisie. Ils ont trouvé la façon pour faire fonctionner les villes de Tunisie, pour faire progresser les choses et pour protéger en même temps les institutions. Et je crois que ça, c'est la bonne réponse pour ne pas faire mourir les villes. C'est des villes militantes. Mais il y a d'autres villes qui sont en train de souffrir. Leurs âmes sont blessées. Mossoul, Atra, Aleppo, Mabiyan, Mogadiscio, Petra. Ce sont juste quelques villes. Mais il y a bien d'autres villes qui sont blessées. Et il y a d'autres villes où il y a des valeurs qui s'opposent au terrorisme et aux extrémismes. C'est des villes qui se trouvent dans des sites attrayants, dans des zones intéressantes du côté économique. Dans des zones intéressantes du côté économique, où il y a eu des conflits et où on a utilisé la culture pendant quelques décennies où on a eu un trafic illicite de tout, des personnes, des armes. Et là où il y a un trafic illégal d'œuvres d'art, c'est un monde qui est contre l'humanité et qui a l'apparence religieuse. Mais elles n'ont rien à voir quand même avec la religion. Merci. Un grand merci de tout cœur à Monsieur Ben Moussa, Monsieur le directeur du musée du Bardo, car non seulement il a partagé avec nous son témoignage, mais aussi parce qu'il a saisi tout de suite l'un des thèmes clés qui en fait l'objet de cette rencontre, c'est-à-dire la culture et la valeur de la beauté, ce qui peut jeter les bases primordiales de la cohabitation susceptible de faire connaître les uns avec les autres. Maintenant, le prochain invité va nous faire changer point de vue. Et je vais vous présenter, et je la remercie vraiment de tout cœur, car ça n'a pas été facile pour elle d'être là, non seulement pour des raisons d'engagement, mais aussi pour des raisons pratiques. C'est Madame Kijanak, maire d'Arbakir en Turquie. Madame Kijanak est une représentante de la partie kurde de la Turquie. Voilà, déjà des applaudissements partent du public. Elle a vécu une existence politique représentant les difficultés rencontrées par une femme s'engageant dans la politique dans certaines parties du monde. Elle a été en prison pendant 2 ans pour ses activités politiques, et puis quand elle a pu s'occuper librement de politique, elle s'est présentée, elle s'est posée candidate, elle est devenue membre de l'Assemblée nationale, et puis un peu comme M. Lapira, elle est revenue dans sa ville et depuis 2014, elle a été élue dans sa ville. Elle a été élue maire d'Arbakir. C'est une ville de 2 millions d'habitants, de la
partie sud-est de la Turquie, dans la zone kurde, et non seulement, voilà, elle doit aborder des thèmes rattachés aux Kurdes, mais en plus, la Syrie n'est pas loin. Il y a 300 000 réfugiés syriens qui sont là, c'est-à-dire le double que l'Italie entière devrait accueillir. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher une ville de mourir? Et aussi, qu'est-ce qui est susceptible d'empêcher la mort de villes avoisinantes? Car il y a aussi l'attaque de la mondialisation et aussi de l'immigration. Tout d'abord, je désire remercier les organisateurs et tous ceux qui ont travaillé pour organiser cette initiative. Bon, on a tous très besoin de se connaître et de jeter les bases d'un avenir meilleur pour nous tous. On a besoin justement de ce type de rencontre. Ça fait 2 jours que je suis là, que je participe, j'écoute de très belles idées et je vous en sais très gré. Donc, merci beaucoup et merci pour nous avoir permis d'être là ensemble. Bien. Sans aucun doute, les villes ne doivent pas mourir grâce aux gens, aux personnes. C'est l'humanité tout entière qui se fait porteuse des valeurs que l'on a accumulées pendant ces millénaires. Et maintenant, ces villes sont encore vivantes. Les villes avec leur histoire, leur culture, leur confession, ces villes sont là et ils doivent bien se préparer pour l'avenir. Ce que je désire vous transmettre concerne quelques villes, pas seulement de ma ville. Je pense que c'est pas juste limiter le discours à ma ville. Il y a des gens, il y a des villes qui sont exposées au terrorisme de l'ISIS. Permettez-moi aussi de vous raconter aussi leur histoire. Il y a toute une histoire d'amitié avec Sinjar, qui probablement vous en avez entendu parler. Vous avez peut-être entendu parler des attaques terroristes à Sinjar. Et là, les gens, pour survivre, ont dû quitter leur ville. Ce sont des gens qui n'ont pas réussi. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à s'enfuir. Il y a des femmes et des enfants qui ont été tués. Et puis il y a les Kurdes d'Asie qui sont confrontés à un vrai génocide. Et maintenant, les Nations Unies aussi sont en train d'accepter la demande de reconnaissance du génocide. Et nous, en tant que Diyarbakir, nous avons ouvert nos portes aux habitants yazidis. Il y a 303 000 personnes qui sont arrivées, qui ont été accueillies dans notre ville. Nous avons partagé ce que nous avons. Nous avons créé un camp d'accueil pour ces réfugiés. Et cela grâce aussi à nos ONG, à nos associations. Nous avons tâché de trouver des solutions pour soigner leurs blessures. Et nous avons créé un camp appartenant au territoire de notre commune et on a créé donc un lieu pour eux. Et nous sommes fiers, honorés et contents de les avoir, de pouvoir partager ce que nous avons. Car ce qu'ils ont subi n'a pas été seulement contre eux, mais cela a été une attaque contre toutes les personnes, contre les femmes. Il y a 5 000 femmes yézides qui ont subi quelque chose que vous connaissez très bien, dont vous avez entendu parler. Et nous, en tant que femmes, nous voulons ouvrir nos bras pour accueillir ce gens. Nous avons ouvert nos cœurs à ce gens. Nous avons tâché de les aider. Et puis là aussi, il y a eu des attaques terroristes de l'ISIS. Ça a été terrible. 300 000 personnes sont arrivées donc de cette partie de la Turquie. Et là aussi,
Il y a eu des gens qui ont vu des choses terribles, qui ont vécu une tragédie énorme. Des gens qui ont quitté leur ville pour s'y sauver. Il faut protéger, promouvoir les libertés des femmes, car ces femmes pouvaient être vendues comme esclaves. Et voilà pourquoi ils ont quitté leur ville. Et nous, comme Diyarbakır, nous avons aussi ouvert nos portes à ces femmes pour les inviter à notre table. Et nous avons mis à leur disposition tout ce que nous avons dans notre ville. Mais malheureusement, en 2014, en Irak et en Syrie, les attaques terroristes se sont multipliées. Et il est vrai qu'on a aidé ces gens, mais après, en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? C'est nous qui avons commencé à subir le même destin, la même tragédie. C'est les gouvernements turcs qui a arrêté les négociations, le dialogue, la recherche de solutions avec le Kurde. Et dans nos villes, on a cherché des cibles. Dans notre ville, il y a une forteresse, il y a des anciens vestiges datés d'il y a 8000 ans et il y a donc des vestiges anciens de plusieurs civilisations chrétiennes, juives, arménienne. Il y a vraiment beaucoup de vestiges culturels importants et tout ça a fait l'objet de dévastation. 40 000 personnes ont dû quitter leur maison, leur quartier pour s'y sauver. Nous les avons protégés. Nous avons tâché de les soutenir avec ce qu'on avait à notre disposition. Et à 2 heures de route de Diyarbakır, il y a une autre ville kurde, Şırnak, mais aussi à Cizre, puis à Sinopi. 400 000 personnes ont dû quitter leur maison, leur foyer. Malheureusement, la plupart de ces maisons ont été détruites. Par exemple, à Şırnak, maintenant, on a fait des dévastations énormes. Elle a été détruite. Il y a entre 60 000 et 70 000 personnes qui vivaient là-bas et qui maintenant vivent dans des tentes. Toutes ces histoires de Diyarbakır, Kobani et Şırnak nous montrent une chose, c'est-à-dire que les villes font l'objet de cibles de guerre, que tous ceux qui n'acceptent pas le pluralisme décident donc de combattre les villes, les groupes les plus radicalisés prennent les villes comme cible, nous prennent comme cible et c'est à nous de faire en sorte que les villes puissent survivre, puissent être reconstruites, repeuplées, qu'on puisse créer des structures susceptibles de protéger toutes les religions, dont des structures interreligieuses. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait pour tâcher de pallier cette situation. Nous avons aussi tâché de recréer Kobane. Nous avons donné notre apport. Je sais qu'il y a d'autres qui l'ont fait. Il faudrait faire la même chose pour Sinjan. Il y a tellement de maisons qui ont été détruites, mais les villes kurdes, malheureusement, ne font pas l'objet de nouvelles pour l'opinion publique. Et la vie même dans ces villes est détruite, pas seulement le bâtiment. Je désire l'affirmer clairement. Nous n'avons pas perdu l'espoir malgré tout ça. Nous désirons nous mobiliser contre le radicalisme, le terrorisme. Nous désirons le faire de façon pluraliste contre tous les États qui ne sont pas démocratiques. Nous allons combattre pour ça. Nous voulons vivre dans des villes qui sont libres, dans des villes susceptibles de garantir une cohabitation pacifique à leurs habitants. Peut-être, oui, bien sûr, on peut considérer les fautes
ou les intérêts qu'on peut constater d'un pays à l'autre, mais les villes en général sont toujours des villes, disons, qui ont des relations amicales. Et puis, je sais que c'est une voie que l'on a tracée il y a plusieurs années. Par exemple, grâce aussi au travail de personnes comme M. Lapira, les villes sont des lieux d'amitié et de paix, et donc c'est ça la voie à parcourir ensemble. Et notre objectif, c'est un objectif à l'enseigne de la liberté. Je désire vous transmettre la salutation des Kurdes, de toutes les identités, de toutes les confessions, car nous voulons garantir une cohabitation harmonieuse et pacifique pour tous. Merci. Certe volte è veramente fastidioso il lavoro di chi deve introdurre e deve tagliare i tempi di questo applauso che... Je ne voulais pas couper cet applaudissement qui aurait été encore plus long. Alors là, je veux remercier pour ce que la mère a dit. Et merci beaucoup, surtout pour ce qu'elle fait, pour le rôle qu'elle joue, pour l'engagement qu'elle a tous les jours, pour travailler dans ces conditions, dans un contexte où, pour continuer à développer le pluralisme, pour continuer à vivre et à survivre. Si vous n'avez rien compris, pas de souci, je vais vous l'expliquer après. Donc, merci beaucoup pour vos mots. Alors, on vient d'écouter une femme, mère, qui vit dans des conditions très difficiles. Et maintenant, je vais donner la parole à une autre mère, femme, italienne, que nous avons déjà présentée. C'est le maire de Lampedusa et de Linosa, Giuseppina Maria Nicolini. Giusy, tout le monde appelle Giusy. Après avoir travaillé dans la conservation de la nature, elle était la directrice de la réserve naturelle de Lampedusa. À partir de 2012, elle est devenue maire de cette île. Cette île et comme on disait, le titre de cette rencontre, de ce meeting est « Tu es un bien pour moi ». Et comme on disait, Lampedusa, c'est comme un bras qui se tend envers l'autre. Tout le monde la connaît. Jusqu'à hier, on pensait de la voir ici avec nous, mais comme elle est mère et comme elle doit travailler en tant que mère, comme elle doit travailler tout le temps, et elle n'a pas pu laisser l'île parce qu'il y a eu un problème à Lampedusa et donc elle a dû rester à Lampedusa. Elle ne peut pas être ici avec nous. La seule chose que je vais dire pour la présenter est la suivante. Comme Pape François s'est rendu à Lampedusa, il y avait seulement un représentant des institutions publiques avec lui et c'était Madame Giusy Nicolini. Donc un grand applaudissement pour elle. Bon, nous avons écouté le témoignage d'Arbakir. C'est une ville qui reçoit l'immigration et Lampedusa est le symbole de tout ça. Comment est-ce qu'une ville ne meurt pas à cause de l'immigration ? Et nous avons tous peur de ça. Et surtout,
Quelle est notre responsabilité commune? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience, à partir de l'expérience de votre ville et de votre île? Ben, avant tout, merci beaucoup. Je m'excuse pour ne pas être avec vous parce que ça aurait été bien pour moi. Parce que là, je ressens une atmosphère et un climat extraordinaire chez vous. Comment est-ce qu'une ville ne meurt pas? Bon. Peut-être Lampedusa n'est pas une ville en tant que taille. Ça fait seulement 20 km². Il y a une population de moins de 6 000 habitants. Là, on vit de pêche et surtout de tourisme. Dans les 2 dernières décennies, le tourisme s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, c'est la première activité économique de notre île. Lampedusa, s'il est vrai que l'immigration mène à la destruction et à la mort, Lampedusa devrait déjà être morte. Dans les 2 dernières décennies, Lampedusa a sauvé la vie à 250 000, même voire 300 000 personnes qui ne se sont pas arrêtées ici. C'est pas Lampedusa leur destination. C'est seulement Lampedusa, c'est seulement une toute petite île au milieu de la Méditerranée. Mais tous les gens sont passés par ici et elles sont tous nés, encore une fois, ici. Elles ont gagné une autre vie ici à Lampedusa, les gens qui sont arrivés. Et là, je veux souligner le fait que Lampedusa n'est pas morte malgré l'emploi de la propagande sur l'île qu'on a vu dans le passé. Les débarquements, c'est quelque chose qu'on voit très bien, qui peut faire beaucoup de publicité. C'est un outil extraordinaire pour faire de la propagande politique. Les personnes qui sont arrivées en Europe par le biais de la mer, c'est seulement un tout petit pourcentage des immigrés qui sont arrivés en Europe. Mais les images qui arrivent de la télé, c'est quelque chose de très frappant. Et donc, c'est quelque chose qui a été utilisé par la propagande politique. Là, j'ai travaillé avec la municipalité et notre travail, c'est d'avoir utilisé les instances locales et nationales pour aider les gens qui arrivent. Et nous faisons partie d'une organisation, nous travaillons tous ensemble. On a le garde-côte qui travaille avec nous, on travaille avec la police, avec toutes les forces de police italiennes. On travaille avec la région, surtout pour la santé. Au fil du temps, on s'est rendu compte que les gens qui arrivent ont besoin d'être aidés après un voyage dans des conditions épouvantables. Ce sont des gens qui arrivent par un bateau, mais qui avant de prendre un bateau ont déjà été violés, ont déjà travaillé voyagé dans le désert, ont déjà eu des périodes en Libye où ils ont été en prison.
sur le bateau, c'est un voyage. Le voyage en bateau, c'est quelque chose de très effrayant parce que on a toujours des problèmes. On perd des vies sur le bateau. On travaille avec tous les médecins. On travaille avec des gens, des médecins qui aident les femmes qui ont eu un tas de problèmes. Et donc, c'est pas la seule communauté de Lampedusa qui travaille. Les tâches d'assistance, l'assistance est partagée. Aujourd'hui, si vous venez à Lampedusa, vous ne voyez même pas qu'il y a eu des débarquements parce que sur le quai, il y a une organisation parfaite qui marche toute seule. Il y a la communauté, il y a les volontaires, il y a la paroi. Et il y a aussi l'État. Mais les gens de Lampedusa sont là pour aider l'État. On aide à faire tout ce qu'on peut. On aide les gens qui ne peuvent pas rester tout seuls. On aide les enfants. Et je suis contente et je suis orgueilleuse, non pas seulement du centre de l'humanité que nous avons chez nous, mais là, je suis orgueilleuse de ce que nous avons pu faire. Et cette année, on a eu une augmentation du tourisme chez nous. Et cela a démontré que aider les immigrés et avoir des centres d'accueil, c'est pour nous une tâche qui doit être organisée pour vraiment aider les gens. Et on espère de pouvoir continuer à aider les autres. Il y a quelques éléments critiques. Avant tout, le fait que les gens arrivent de la mer. Et aussi, la mer, c'est le dernier noyau du voyage de ces immigrés. Lampedusa doit être seulement un moment de passage pour les réfugiés. Ils restent chez nous une dizaine de jours ou bien un mois. Et après, ils sont amenés dans les autres centres d'accueil, surtout les mineurs. Et j'ai pas pu malheureusement comprendre ce que la maire de la municipalité de la Turquie, de Diyarbakir, a dit, parce que j'imagine qu'ils doivent avoir un tas de problèmes et un tas de difficultés incroyables. Chez nous, la situation est un petit peu différente. Chez nous, on a une situation différente. Il est urgent de penser à une méthode d'accueil qui implique davantage les municipalités au niveau local. Pour pouvoir aider non seulement les personnes, mais pour
aider le système et aider les milliers de gens qui arrivent et qui ne cessent pas d'arriver. Il y a tout type de gens qui arrivent. On a des artistes, on a des jeunes gens, on a des mineurs, on a des femmes, on a des hommes. Et j'aime pas que cette situation soit utilisée par la propagande. À Lampedusa, on n'a pas les mêmes problèmes qu'il doit y avoir en Turquie. Même, nous sommes dans un endroit différent. Nous sommes au milieu de la mer. Pour nous, les conditions sont très difficiles. Donc, la situation de Lampedusa est un petit peu différente par rapport à la situation qu'on a dans les villes. Mais les ennemis des villes ne sont pas beaucoup aujourd'hui. Mais c'est la pauvreté, c'est la violence contre les femmes, c'est la violence contre les enfants. C'est un certain type d'urbanisme, c'est la crise, c'est le manque de travail, c'est le chômage, c'est le manque d'avenir pour nos jeunes gens. C'est ça ce qu'il faut combattre. Et tous ensemble. Il serait plus facile de cette façon même d'accueillir les immigrés et les réfugiés qui pourraient aussi contribuer à l'épanouissement de nos villes. Ce n'est pas les immigrés le danger pour nos villes et pour notre futur. Et si c'est Lampedusa qui le dit, il doit y avoir de la vérité dans ces mots. On voudrait profiter pour saluer le directeur du musée de Bardo. Avec lui et avec le directeur du musée des Uffizi à Florence. On a bien travaillé. Et avec eux, nous avons encouragé un dialogue dans la Méditerranée. Il y a eu un échange des œuvres d'art entre les musées de plusieurs villes pour raconter qu'est-ce que la Méditerranée et quelle est la situation de la Méditerranée. Donc, un grand merci aux collègues du directeur du musée de Bardo de Tunis, parce qu'ensemble, nous avons mené ces projets qui est très important, qui nous donne la force, le courage et la confiance pour aller de l'avant et pour résister contre cette situation. Donc, merci beaucoup. Je vous embrasse et j'espère de vous accueillir à Lampedusa. Merci. Io ringrazio. Je remercie au nom de tous le maire Nicolini de Lampedusa. Malheureusement, le lien par Skype n'était pas terrible, mais en tout cas, on a saisi l'essentiel de son message et surtout, on a compris le sens de ces mots. On a entendu, même si c'était perturbé. Je dois dire que ce qui est le plus important par rapport à ce que vous avez dit, c'est le son partagé de responsabilité. Je pense que ça, c'est un grand message qui vient d'une toute petite île. En tout cas, on va vous inviter de nouveau à une autre occasion et nous espérons qu'il n'y aura pas d'urgence la prochaine fois, mais on va sans aucun doute vous inviter à nouveau, car en fait, effectivement, ici, on partage une grande envie de s'engager tous ensemble
pour le bien commun. Merci beaucoup pour voilà, votre contribution. Merci. Voilà, on peut continuer en tâchant de développer davantage les mots d'inspiration de M. Lapierre. Et on a maintenant un invité que j'imagine n'a pas besoin de présentation. Et là, vraiment, il faut un remerciement absolument fondamental pour comprendre encore une fois que le fait d'avoir l'ambassadeur de Missoura ici avec nous, c'est vraiment remarquable. Il est envoyé spécial du secrétariat des Nations Unies pour la Syrie depuis le mois de juillet 2014 et je dois dire que ce remerciement n'est pas formel, n'est pas tout simplement un geste, disons, formel, car il est vraiment très engagé. Staffan de Mistura est un ambassadeur dont le CV est impressionnant, très prestigieux, très chevronné au sein des organisations internationales. Il a été en première ligne à plusieurs reprises pour des tâches vraiment très difficiles, délicates, le Liban, Irak, Afghanistan. Bon, maintenant, il joue un rôle primordial dans une partie du monde qui sont sans aucun doute représentent la zone du monde la plus problématique du monde entier. Et c'est justement pendant 16 heures qu'il y a une initiative remarquable dont il est le protagoniste. Et en fait, il y avait en cours un dialogue diplomatique qui a été suspendu pour mettre en exergue le besoin désespéré d'une trêve, cessez-le-feu de moins 48 heures pour Aleppo, pour voilà, pouvoir permettre une trêve à la ville. Mais alors, est-ce que vraiment on peut empêcher la mort d'une ville? Car là aussi, on a vu même des images terribles que la mer nous a montrées et on pense à nos amis d'Aleppo. Et est-ce que vraiment les villes ne meurent pas? À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on peut vraiment voir quelque chose de positif, ou en tout cas sauver quelque chose? Bon, tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. Ça fait la 3e fois que je participe au meeting, c'est la 3e fois. Et quand j'étais jeune, j'aurais voulu être sapeur-pompier et puis je voulais être le médecin. Et puis mon père m'a dit, tu peux être le médecin des nations quand elles sont malades. Mais les médecins aussi ont besoin de temps en temps de se recharger, de sentir des vibrations positives. Surtout quand les choses sont difficiles, il faut tâcher de retrouver, disons, la confiance, la motivation, le sport. Et alors, je suis là non seulement pour vous donner des explications, mais aussi pour respirer moi-même ces énergies positives dégagées par le meeting, dont j'ai un besoin important moi aussi. Alors, maintenant, si je peux répondre à votre question. Par exemple, Djuba, Dubrovnik, Beyrouth et aujourd'hui Alep. Qu'est-ce que partagent ces villes? Bon, tout d'abord, il s'agit de villes où j'ai travaillé, où j'ai œuvré pendant les 19 missions que j'ai réalisées pour l'ONU. Ce sont des villes qui ont risqué effectivement de mourir. Aujourd'hui, c'est le cas d'Aleppo. Mais heureusement, ces villes ont été plus fortes que la violence, l'horreur, qui paraissait vraiment difficile à arrêter. Dubrovnik, la ville de Djuva, qui était siégée, Beyrouth, détruite par 800 d'horreurs, de guerre, de destruction.
Et puis, bon, il y a l'exemple de Juba. C'est grâce à Mère Thérèse qu'on a réussi à utiliser un avion pour briser le siège. Juba n'est pas parfaite aujourd'hui, mais après ce siège terrible, cela ne s'est plus passé. Dubrovnik, pendant 42 jours, on s'est lavé avec la bière, véritablement, car il n'y avait pas d'autre liquide disponible dans les hôtels abandonnés. Ça colle un peu, mais c'est mieux que rien. Et puis, quand il y a eu un bombardement atroce, typique de la rage violente de ceux qui font un siège, qui sont toujours très agressifs. Bon, la ville a été bombardée pendant 9 heures et après le bombardement, il y avait de la fumée partout. Et 4 jours après, ceux qui étaient encore là, parmi ceux qui arrivaient encore à jouer d'un instrument, bon, il y a eu un concert juste au centre de la place de Dubrovnik et ceux qui avaient bombardé étaient encore là sur la montagne. Le message était clair. Vous pouvez nous détruire pendant le temps que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi, mais notre culture, notre civilisation, nos valeurs ne seront jamais bombardées, jamais déracinées. Allez à Dubrovnik aujourd'hui. Regardez comment c'est une ville magnifique aujourd'hui. Bon, je suis un citoyen d'honneur aujourd'hui, mais je suis plus retournée malheureusement, mais j'aimerais bien y retourner pour voir combien elle est sans aucun doute extraordinaire aujourd'hui. Et donc voilà, aujourd'hui on parle d'Aleppo, qui est un symbole de cette guerre horrible qui dure depuis 5 ans. C'est un symbole aussi des contradictions de cette guerre. Et c'est dommage que beaucoup de personnes n'ont pas pu la visiter avant. Je l'avais visitée il y a quelque temps. Et c'était une ville emblématique. C'était magnifique. Il y avait des mosquées, des églises, toutes les religions, toutes les confessions, même parmi les plus anciennes, mais jusqu'aux plus récentes, étaient présentées, représentées et qui cohabitaient aussi à l'enseigne d'une beauté architecturale unique. Aujourd'hui, par contre, on n'a que les bombes, on n'a que les fusées, on a donc des bouteilles à gaz, donc on a de bombes au chlore, il y a vraiment des bombes partout, des engins explosifs, des fusées. Et puis vous avez vu les yeux d'Omran, il y a 2 jours, le petit enfant qu'avec son silence plein de dignité nous disait « Je comprends pas, qu'est-ce que je fais de mal pour ça? Pourquoi ça se passe ici? C'est pas ma faute d'être là, je suis là par hasard dans ces quartiers. » C'est pour ça, et surtout pour ça, comme vous disiez il y a 2 jours dans une réunion avec 28 pays, tous impliqués, tous avec la chance de pouvoir avoir un impact et une influence sur la table, autour de la table, j'ai tâché de dire clairement, alors, mais à quoi ça sert? Un seul convoi n'est pas arrivé et Omran nous rappelle le fait, et le fait sont qu'il faut une trêve de 48 heures, mais sinon il n'y a pas de sens d'être là à se parler. La Russie, cet après-midi-là, j'ai lancé mon appel le matin, a dit oui, ok, et a donné une réponse affirmative, et je dis c'est une décision très bonne, et puis le mot est passé au gouvernement et à l'opposition, car il faut que toutes les parties prenantes, disons, soient d'accord. J'espère que le premier convoi puisse partir pendant ces 48 heures chaque semaine. Il faut avoir une trêve pour laisser respirer la ville, surtout la partie est qui fait l'objet d'un siège très dur. Et alors, pourriez-vous vous demander, mais dans un conflit de ce genre, une trêve, est-ce que cela va changer au-delà du fait que les voies du Seigneur sont infinies, comme on dit? Moi, j'ai déjà remarqué ça par les passés, ces pauses ont pu au moins sauver beaucoup de vies
Et voilà, laisser les gens qui vivent une situation comme ça respirer et puis briser. Donc, ces sortes de tourbillons d'horreur pour dire, bon, peut-être c'est le cas de négocier, car ce ne sont que les Syriens qui sont en train de mourir. Voilà pourquoi une pause de ce type peut être importante. C'est une trêve qui peut jouer un rôle clé. Et puis Aleppo, mais aussi les autres villes, sont comme les vies des gens. C'est-à-dire que quand tout devient difficile et qu'on vit des difficultés, on a besoin de la foi aussi en nous, mais surtout on a besoin de sentir la foi et la confiance des autres. Et il ne s'agit pas donc de dire que les choses sont impossibles. Non, il faut toujours tâcher car Aleppo mérite du point de vue symbolique une tentative. Il faut dire, on est avec vous. Il y a un dicton que m'a toujours accompagné pendant ma vie pour surmonter les moments de frustration qui sont malheureusement inévitables. Et ce dicton dit, est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as vraiment essayé quelque chose? Est-ce que tu as essayé durement? Est-ce que tu as essayé de faire la différence? Bon, tu as échoué, alors essaye à nouveau. Et donc, échoue encore mieux, échoue encore une fois, et donc n'arrête jamais. Grazie. Voilà, c'est ça l'esprit qui doit nous guider. Penso Je crois qu'il y a des moments dans ce meeting de Rimini où on ressent que même si très brièvement, on fait l'histoire et on raconte l'histoire. Et cette présentation par l'ambassadeur Staffan de Mistura, grâce à cet effort qui peut décider la réouverture d'un espace humanitaire sur Aleppo, nous fait ressentir que nous sommes en train de vivre l'histoire. Donc, merci beaucoup à l'ambassadeur pour sa présence et pour cet effort extraordinaire, pour ne pas céder et pour son insistance. Et j'en viens à la clôture idéale de cette rencontre. Et la clôture, on va la faire avec le maire en mer qui est en train de s'asseoir sur la chaise de l'ancien maire Lapira. D'où Lapira avait lancé cette idée des villes qui ne peuvent pas mourir, cette idée d'unité et de pluralisme. Et ce désir sans cesse de positivité. Notre dernier invité, c'est le maire de Florence, M. Dario Nardella. Un applaudissement pour lui. En fait, M. Nardella n'est pas seulement notre invité, mais comme vous allez le voir bientôt, et comme on a vu dans les présentations, cette rencontre a été possible grâce à la collaboration entre la municipalité de Florence et le meeting. Et là, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouveauté très importante. Le président Napolitano et le président Mattarella ont réitéré
au meeting de Rimini, c'est-à-dire le meeting de Rimini, c'est de plus en plus en patrimoine une ressource, un atout pour les institutions italiennes de toute orientation politique. Les gens qui veulent créer des espaces de biens communs vont trouver des gens ici dans le meeting qui sont prêts à collaborer. Et c'est ce qu'on a vu pour cette rencontre. Cette rencontre d'aujourd'hui qui est le résultat d'un événement qu'on a organisé à Florence qu'on va présenter. Et je vous invite à voir cette vidéo. In 1955, En 1955, le maire Lapira a décidé de faire une rencontre à Florence. Ambassadeurs, diplomates, représentants du gouvernement, maires des villes du monde entier, mesdames et messieurs, bienvenue à Florence et bienvenue à Palazzo Vecchia dans le salon du 500. Qui mieux aurait pu se réunir, travailler et faire face aux questions les plus urgentes que les gens qui administrent les villes? Et quelle ville la plus belle de Florence aurait pu abriter ce débat? La confiance dans une paix vraie devient un projet politique et non pas une remédie. La culture doit être la façon pour progresser dans la paix. La culture doit être la victoire de la paix. Comme l'élu socialiste Filippo Turati le disait à la veille de la Première Guerre mondiale, si tu veux la paix, il ne faut pas préparer la guerre. Si tu veux la paix, il faut préparer la paix. Et nous voulons donner notre contribution ici, aujourd'hui, tous ensemble. La question est très simple. Cet héritage que vous avez, de ce rêve et de cet engagement du maire Lapira, quelles sont les chances pour ce rêve? Les mêmes chances que ce rêve avait hier. Merci beaucoup à tous et surtout merci beaucoup pour
le fait que le meeting prête beaucoup d'attention à ma ville et surtout à ces thèmes qui sont de plus en plus actuels et qui sont liés à la vie quotidienne de chacun de nous. Cette vidéo raconte les 3 jours que nous avons consacrés à l'héritage de la Pira dont tu parlais, Andrea. Donc, c'est une tentative de demander et de se demander quel est le rôle des villes dans le monde. C'est une question qui a été posée à cette époque-là à toute instance internationale dans la guerre froide après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une question que la Pira a posée à son maire qui venait du monde entier. C'était une rencontre extraordinaire où le cardinal de Florence a embrassé le secrétaire du Parti communiste du Soviet de Moscou, qui était le symbole des ennemis du monde occidental et des chrétiens. Mais c'était seulement l'un des épisodes à cette rencontre. Et je crois qu'aujourd'hui, Florence peut jouer le même rôle qu'elle a joué il y a 60 ans. C'est une tâche qu'on doit accomplir dans un contexte différent, mais les thèmes, le fil rouge est toujours le même. C'est-à-dire les villes qui sont un fil rouge. Si on y pense bien, les villes, à l'époque et aujourd'hui, et dans toute l'histoire de l'humanité, les villes ont été le lieu où l'humanité s'est épanouie. D'un côté, les villes, c'est les témoins des drames, comme par exemple l'immigration, le terrorisme, le changement climatique, les pauvretés, l'égalité. Mais de l'autre côté, les villes, c'est aussi les lieux où on peut trouver les solutions à ces drames. Comme vous l'avez bien rappelé en parlant de Giorgio La Pira, les villes, c'est les premiers espaces de liberté, où l'homme vit et où l'homme peut trouver des solutions grâce à sa créativité. Parce que ces solutions ne s'axent pas sur des concepts idéologiques, mais sont axés sur la vie de l'homme, non pas en tant que symbole, mais en tant qu'homme qui vit dans une communauté. Voilà pourquoi on a les mêmes espoirs qu'on avait à l'époque. Bien au contraire, aujourd'hui, dans une époque où tout semble être contre les tentatives d'avoir une certaine fraternité, d'avoir une certaine paix. Aujourd'hui, disais-je, on a encore plus d'espoir parce que nous vivons dans un monde global, dans un contexte global où on peut trouver des alliances et des connexions plus rapidement. Dans ce cas-là, à mon avis, les villes, c'est vraiment les entités qui peuvent mieux faire pour la paix. Hier, j'ai entendu parler le président Mattarella qui a dit que c'est une illusion de se réfugier dans la dimension nationale et espérer de se défendre de cette façon du monde mondialisé. L'idée que les pays peuvent être autosuffisants est complètement fausse. Ils ne sont plus suffisants parce que les raisons des gouvernements sont très souvent en conflit avec les vraies tendances de la mondialisation qui veut résoudre les drames, les persécutions, le terrorisme par exemple. Dans ce contexte, les villes sont et vont être de plus en plus un point de repère pour la communauté internationale. Parmi les plusieurs phrases de Giorgio La Pira, il nous a dit que les villes, grâce à leur histoire millénaire, et Diyarbakir a 7 000 ans d'histoire. Florence est une ville tout à fait petite. Nous avons seulement 2000 ans d'histoire.
Et les villes peuvent dépasser les frontières de l'histoire des nations. La Pire disait que les règnes passent, mais les villes restent. Et comme le directeur de Bardo le rappelait, pourquoi est-ce que les villes restent? Parce que c'est leurs âmes qui restent, qui peuvent se renouveler et se transformer grâce à l'évolution de leur communauté. Et quand les villes sont détruites, elles sont reconstruites. Comme Tunis a été reconstruite sur les vestiges de Carthage. Donc cette mission doit être accomplie encore aujourd'hui. Et on peut le faire seulement grâce à notre engagement, parce que les maires des villes du monde puissent se reconnaître dans une histoire commune grâce à l'assistance de la population. Il faut demander à la communauté internationale d'être reconnue en tant que protagoniste. J'ai eu le privilège de participer le dernier juillet à la rencontre organisée par le pape François avec 75 maires du monde sur l'encyclique Laudato Si, sur le thème du changement climatique. Là, j'ai compris quel était le potentiel des villes. Le pape n'a pas appelé les chefs d'État pour parler de pollution et comment on peut gagner le défi du changement climatique. Il n'a pas appelé les scientifiques ou bien les présidents, mais il a appelé les villes par le biais de 70 maires. Et au mois de novembre de cette année, sur l'invitation du maire de Madrid, Pape François a appelé ces maires pour parler de l'accueil. Les institutions laïques et les communautés internationales devraient aussi appeler les maires pour reconnaître la fonction que les villes peuvent jouer grâce à leur énergie, grâce à l'espace de créativité qu'elles peuvent exprimer, grâce à leur expérience qu'elles vivent tous les jours, malgré leur dimension. Que ce soit Lampedusa, ou bien Mogadiscio, ou bien Dakar, ou bien New York. Les villes peuvent offrir tout ça. Et je crois que les maires peuvent faire beaucoup dans ce contexte. Avant tout, en utilisant la culture. Et là, c'est notre thème très actuel. Parce que la culture est le vrai antidote à l'ignorance. Donc la culture, pour reprendre le titre du meeting, la culture est l'autre. La culture amène chacun de nous à avoir de la curiosité et nous pousse à connaître les autres. Par définition, la culture est l'échange, l'étude, la connaissance. Comprendre quelque chose qui va au-delà de nous. Dans ce contexte, les villes, c'est des lieux d'échange, c'est des lieux de coexistence. Même quand on parle de guerre, ce n'est pas les villes qui font les guerres. Les villes subissent les guerres. Et quand elles subissent les guerres, c'est des guerres qui continuent tous les jours. Tous les jours, quand les mères se lèvent le matin, dans les villes qui ont moins de chance, qui vivent dans des conditions difficiles, quand les mères se lèvent le matin, disais-je, elles n'attendent pas de participer à un sommet de l'ONU ou bien de l'Union européenne. Le matin, les maires se lèvent et doivent travailler pour la communauté. Avec les citoyens, doivent travailler pour les villes, même s'il y a des drames dans la ville. D'où donc l'urgence de la vie de la communauté. Et cela mène les maires à expérimenter des modèles de coexistence. Par exemple, nous avons encouragé à Florence des projets de dialogue interreligieux. Nous avons lancé le projet d'une école internationale pour le dialogue interreligieux avec notre cardinal, l'imam et le rabbin.
Nous avons signé avec l'imam de Florence un pacte pour la citoyenneté, pour que les mosquées soient des lieux ouverts et non pas exclusifs, soient des lieux de religion, mais des lieux aussi où on puisse découvrir la coexistence. Et par le biais de la culture, nous avons trouvé des connexions qu'on n'aurait jamais imaginées avec les villes de la Méditerranée. Avec le musée du Bardo, nous avons entamé un projet avec aussi le musée des Uffizi pour travailler sur un projet de culture commune de nos peuples. Et avec la Tunisie, on a entamé un travail et on a eu l'honneur, avec l'Université de Florence et de Sienne, d'écrire avec les institutions tunisiennes. Et là, il y a un membre très important de l'histoire de la constitutionnalisation tunisienne, Moussad, Fadel Moussad. Nous avons travaillé à la nouvelle organisation des collectivités locales en Tunisie. Parce que la Tunisie n'a pas d'expérience de ce contexte. Et donc, Florence a offert son expérience. Au mois d'octobre, nous allons nous rendre au Maroc, dans la ville de Fès, pour ouvrir un petit département de la faculté d'architecture de notre université, où les jeunes gens marocains pourront étudier dans leur ville, dans leur pays, sans devoir abandonner leur pays pour chercher leur avenir ailleurs. Donc, le développement ne peut pas être mesuré seulement au niveau économique, mais le futur est axé sur les projets de rencontre de culture. Et dans ce contexte, les villes, c'est des points de repère. Voilà pourquoi je pense que le meeting, pour la façon dont il est né, pour ses valeurs, pour ses principes, peut faire quelque chose d'important et peut se concentrer sur le rôle des villes. Il serait bien que chaque année, les maires des villes puissent se retrouver pour échanger, pour avoir un échange, pour proposer des solutions et pour discuter ensemble. Parce que tout doit être axé sur l'expérience de l'homme. Et l'expérience de l'homme est libre dans la ville. Et les maires sont des porteurs de cette expérience. Grâce à l'expérience de meeting, nous pouvons solliciter la communauté internationale à écouter les voix des citoyens par leur maire. Les voix de Mogadiscio, d'Arbakir, de Dakar et de toute autre municipalité. Parce que c'est la seule façon pour que la politique soit liée à la dimension de l'homme. Sinon, on ne pourra que accepter les solutions proposées par d'autres personnes qui ne sont pas axées sur le rencontre entre les hommes. Le meeting devrait faire ça, et comme ça, peut-être, on aura plus d'attention de la part de la communauté internationale, parce que c'est la seule façon pour avoir des solutions. Giorgio La Pira avait bien compris. Autrefois, il y avait la bombe atomique. Aujourd'hui, nous avons le terrorisme. Et les terroristes frappent les vies humaines et la culture. Les symboles de la culture, Palmyra, le musée du Bardo, et en 1993, la mafia a choisi les Uffizi, le musée des Uffizi, pour frapper l'Italie et pour menacer le pays. Et si on mélange ces valeurs, la culture, la rencontre, les villes et les communautés, on pourra demander à la communauté politique internationale qu'elle joue son rôle tout en rencontrant les villes et les communautés. Ça serait très beau, ça serait très bien. Je suis sûre que le meeting pourrait le faire parce que cela est en ligne avec les principes et les valeurs du meeting. Comme dans cette rencontre, avec votre aide, avec l'attention du peuple du meeting, de la
de l'opinion publique internationale. Les mères, surtout les mères qui vivent les drames dont nous avons parlé aujourd'hui, peuvent trouver beaucoup d'énergie. Les mères ont besoin de vous parce que c'est le sourire et l'encouragement d'un citoyen qui peuvent aider les mères. Les maires sont du côté des communautés du monde entier parce qu'ils vivent avec leurs citoyens ce qui se passe tous les jours. C'est ça notre espoir et je crois que c'est ça le message que Giorgio La Pira nous laisse aujourd'hui avec son travail et avec son témoignage et l'activité qu'il a menée en tant que maire d'une grande ville. Merci beaucoup. Au nom de tous, le maire, M. Nardella, qui a clôturé cette présentation et ce message par une proposition. Au nom des organisateurs du meeting, nous comprenons que si l'un des résultats du meeting, c'est de jeter le base pour que les maires puissent travailler ensemble, puissent faire plus d'efforts et puissent travailler davantage ensemble pour promouvoir le dialogue et pour promouvoir la paix, comme Pope François et le président Mattarella nous ont dit, c'est ça l'objectif. Ils ont dit, le meeting sera très content de pouvoir contribuer à ce projet et sera très content de jeter les bases pour promouvoir le rencontre des maires. Et cela pourrait être vraiment une occasion pour développer des rapports et pour augmenter l'impact du meeting dans le monde entier. Pour conclure, il y a eu quelques phrases sur le rôle de la communauté. Et là, je vais conclure par le point de départ, c'est-à-dire la proposition de La Pira. Cette rencontre. À cette époque-là, La Pira a invité un grand philosophe, Martin Buber. C'était un grand philosophe de cette époque-là. Martin Buber, c'est un grand philosophe juif. Et il est très lié à notre titre. Un de ses livres les plus importants est titré Un principe, c'était le rapport, c'était la relation. Et donc, il s'est concentré sur la relation entre moi et toi. Et La Pira voulait que Martin Buber participait à cette rencontre. Il ne pouvait pas, mais il a envoyé une lettre qui, à mon avis, est le résumé de cet appel à l'engagement, non pas des grandes institutions, non pas des grandes instances internationales, mais de chacun de nous. Buber, qui ne pouvait pas participer à cette rencontre, a dit « L'histoire moderne veut nous apprendre que la paix est possible seulement si les gouvernements peuvent travailler ensemble. Et après, ils vont être suivis par les peuples. Nous pensons quelque chose de différent. À ce moment-là, où ce qu'on appelle l'histoire moderne est fini, et là c'était l'année 1960, et où on espère en quelque chose qui commence, en ce moment, avant tout, il faut que les hommes de bonne volonté se parlent. Je veux dire, ceux qui, dans ce moment de chaos, voient la situation de l'homme et ont un objectif commun, qui s'aident à regarder, à désirer, à parler, qui s'écoutent vraiment
et les peuples vont les suivre et les gouvernements vont suivre les peuples. C'est là le bon moment. Et par là, par cette phrase très utile par Martin Buber, je vais clôturer cette rencontre et je vais remercier nos rapporteurs, nos intervenants et aussi le maire Nicolini de Lampedusa. Je remercie vous tous pour votre présence. Et comme vous le savez déjà, je dois vous rappeler quelque chose de très important. La campagne de collecte de fonds du meeting continue. Si vous avez déjà entendu ce message, c'est une erreur parce qu'il y a eu quelques changements que vous allez voir. Encouragé par la bonne expérience de l'année dernière, on vous propose encore une fois de faire vivre ce meeting. Dans les pavillons, vous allez trouver plusieurs sites où vous pouvez donner votre argent. Les donations doivent être faites seulement dans les points avec les signes. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon meeting.